Merci de votre fidélité à la chaîne Patrick Locala TV. Vous êtes nombreux à vous abonner. C'est une très bonne chose. La situation d'actualité en République démocratique du Congo reste toujours dominée par cette guerre d'occupation dirigée par la République du Rwanda et celle de l'Ouganda contre nous depuis quelques mois, on va dire 4 mois et quelques jours, que certaines cités de la République démocratique du Congo sont occupées par le Rwanda via le M23. Le président de la République a voulu saisir le taureau par les cornes à travers son discours des rassemblements, d'appel à l'unité pour mettre hors d'état de nuire le rebelle du M23 et les ralliés. Les réactions fusent de partout, les acteurs politiques de tous bords se sont exprimés. Si pour le président de la République, le soutien de ses alliés est traditionnel si pour le président de la République, allais-je dire, le soutien de ses alliés est traditionnel, seul de ceux qui s'opposent à lui semble être extraordinaire parce que beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition ont répondu de différentes manières. Martin Fayulu, par exemple, a soutenu qu'il faudrait que le Congolais parle un même langage. Après le discours du chef de l'État, Moïse Katumbi est tout aussi d'accord, mais lui apporte ce soutien au FARDC et il a formulé quelques recommandations pour la sortie des crises sécuritaires. Matata Ponyo Mapone, lui aussi, n'a pas manqué à ces rendez-vous de l'actualité de la situation sécuritaire. Il a aussi apporter son soutien au FARDC, mais à condition que le président de la République puisse tout faire pour recréer le front commun qui va lui permettre de gagner cette guerre vis-à-vis du Rwanda. Pour y parvenir, quelques préalables ont été avancés par l'ancien Premier ministre, aujourd'hui président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle. Nous allons aborder toutes ces réactions tout autour de cette question. Jeannette Kabila, elle aussi, pour sa part, est intervenue, allais-je dire, au niveau de la SADC, où elle a exposé sur les réalités, les enjeux sécuritaires, mais aussi là, elle a fait voir les velléités du Rwanda à vouloir toujours nous attaquer. Il y a quand même des idées qui m'ont impressionné de la part de Jeannette Kabila. Kabila, lui, est toujours silencieux, mais là, c'est sa jumelle qui parle. On sait tous que Kabila est très proche de sa sœur, et très souvent, lorsque sa sœur sort du silence, c'est Joseph Kabila lui-même qui s'exprime à travers sa sœur. Et donc, nous allons, avant toute chose, aussi parler de la situation de la polémique sur les 21 000 $ que percevraient les députés nationaux. Délice Sanga et Kassekwa ont été entendus au niveau de l'Assemblée nationale auprès de la commission mise en place par le bureau Mbosso pour entendre les élus. Délice Sanga a tenté de nous faire le compte rendu. Nous allons y revenir tout au début de cette émission pour analyser avec notre invité. Eh bien, voilà, nous recevons aujourd'hui, après les cartons pleins de l'actualité commentée de la semaine passée, je crois. Cette fois-ci, nous les recevons à l'émission Chronique des Patrick Locala reçoit aujourd'hui Manix Iyenda. Manix Iyenda est cadre. Il est cadre et communicateur du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapone. Il est le député de la rue. C'est ça le concept qui fait le buzz actuellement. Le concept qui s'identifie à notre compatriote Manix Iyenda, le député de la rue. C'est avec lui que nous allons analyser toutes ces questions. Manix Iyenda, bonjour et bienvenue. Bonjour et grand merci, Patrick Locala. Ça a toujours été un plaisir d'être invité sur votre plateau, que je considère comme un véritable temple de la démocratie, comme un réceptacle des idées républicaines, comme une possibilité effectivement pour s'adresser à notre peuple qui autrefois n'avait pas de représentants, raison pour laquelle j'ai porté cette charge de pouvoir représenter le peuple, parler pour le nom et le compte du peuple congolais. Ce concept député de la rue semble prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux.
Est-ce que ça va rester seulement sur les réseaux sociaux, les députés de la rue? Le député de la rue, c'est un engagement, c'est un sacerdoce, parce que je l'ai accepté comme tel, après avoir fait une certaine observation, eu égard à ceux-là qu'on appelait autrefois les représentants du peuple, ceux qui sont allés au Parlement pour représenter le peuple, mais malheureusement, ils ont créé une sorte de rupture avec la rue, des ruptures avec les déshydratats du peuple, des ruptures avec l'oreille du peuple, rupture avec le problème du peuple. Et je me suis dit, il faudrait prendre cette responsabilité afin de représenter valablement notre peuple. Et encore que, vous savez, c'est dans la rue qu'on entend les vrais problèmes du peuple, c'est dans la rue qu'on écoute les cris du peuple. Et moi, je me suis porté garant, effectivement, en tant que député de la rue, pour poser et réclamer, plaider, défendre l'intérêt général de la population congolaise. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions autour de ce concept. Il y a même d'autres qui me demandent, est-ce que j'ai vraiment un mandat? Oui, j'ai un mandat national. Que vous avez reçu du moment où le peuple se retrouve à travers... Vous l'avez reçu de qui? Non, mais les cutus, je l'ai reçu du peuple. Vous savez combien de Congolais qui se retrouvent au travers le discours de Manix Iyenda, que je suis, député de la rue aujourd'hui? Vous savez combien de Congolais sont d'accord avec notre façon de voir? Vous savez combien de Congolais sont informés à travers nos messages que nous passions dans le différents plateaux de télévision? Et donc aujourd'hui, nous avons déjà l'approbation du peuple, nous avons le cutus du peuple, et c'est cela notre mandat national. D'autres encore me demandent si j'ai des humilités. Oui, j'ai des humilités. On peut aussi mes humilités, ce sont mes droits et libertés fondamentaux constitutionnellement garantis. La Constitution me protège par rapport à mon droit d'expression, le droit de parler, le droit de dénoncer et le droit, effectivement, de répondre ou encore de critiquer ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. Le droit de défendre le peuple congolais. Et donc, les humilités, j'en ai et c'est consacré dans notre Constitution. D'autres encore me demandent, est-ce que vous avez un contrôle? Contrairement au contrôle parlementaire exécuté sur l'action du gouvernement, moi j'ai un contrôle citoyen qui s'est fait même sur les députés nationaux. Je contrôle les sénateurs, je contrôle le membre du gouvernement, je contrôle le président de la République, je contrôle tout gestionnaire de la République à tout le niveau, même le bourgmestre de commune. Vous les contrôlez comment? Les députés de la rue le contrôlent au travers un contrôle citoyen qui en réalité est un moyen pour contraindre les gestionnaires de la République à un devoir de redevabilité. Rendre le compte au peuple par rapport à la gestion quotidienne de la chose publique de l'État. D'autres encore me demandent, est-ce que vous avez des émoluments? Oui, j'ai des émoluments. Mes émoluments, ce sont les encouragements du peuple, contrairement à ceux-là qui sont allés au niveau du Parlement et ils ont droit à plus de 21 ou 21 000 $. Moi, j'ai plus de 21 000 encouragements du peuple congolais. Merci beaucoup, Manix Iyenda. J'ai encore mes palissades. La palissade, j'en ai. Ce sont mes pieds qui me permettent de marcher pour rencontrer le peuple congolais. Merci beaucoup, Manix Iyenda. Alors, comment va les LGD? Les LGD, c'est portent très bien. Leadership et gouvernance pour le développement. Très bien. Notre parti politique est en train de travailler dans le sens d'implanter les partis, créer les différents démembrements du parti sur toute l'étendue du territoire national. Depuis le dernier voyage au Maniema, il n'y a plus rien. Non, mais déjà, il y a notre secrétaire général adjoint, M. Boudi Moukadi, qui vient de la partie Est. Il était à Goma, il était à certaines grandes villes de la partie Est pour implanter les partis. Et déjà même, aujourd'hui, les partis est implanté au moins en termes de 70% sur toute l'étendue du territoire national. Ce travail-là, nous le faisons ensemble avec le secrétaire général du parti, mais aussi sous la locomotive de notre président national, le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon, qui donne les instructions, les consignes, la vision, et nous répercutons cette vision afin effectivement d'implanter davantage, de mobiliser, mais aussi de propager la bonne nouvelle du leadership et de gouvernance de qualité que nous considérons comme le binôme magique pour accéder vers le progrès inéluctable. Merci beaucoup, Manix Iyenda. Voilà, il a eu du temps pour parler de lui et parler de son parti politique. Voilà, nous allons continuer avec cette émission. On va prendre le tout premier élément qui
qui porte sur la réaction de l'honorable Deli Sesanga après avoir été entendu par la commission mise en place par le bureau Mbosso pour recevoir les éléments de preuve des accusations de l'honorable Deli Sesanga et Kassekwa sur les prétendus salaires de 21 000 $. Au sortir de cette audience, l'honorable Deli Sesanga s'est confié à nos confrères qui étaient présents au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Suivez. Par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut obtenir à l'issue de votre audition pour ce mercredi? Vous savez que j'avais promis à l'opinion publique que j'étais disposé à répondre à n'importe quelle structure au sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés. Ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition, et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes en rapport avec cette question sur la rémunération. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre règlement intérieur qui prévoit le comité des sages comme étant l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. Honorable Deli Sesanga, selon les membres de cette commission avec qui nous avons échangé juste après votre audition, vous étiez incapable de présenter les éléments de preuve par rapport à vos allégations. C'est à eux de pouvoir prouver cette incapacité et je les attends sur ce point. Si tel est leur point de vue, j'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus. Et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils les réconcilient, mais je suis très serein par rapport à ça. Quand vous parlez des preuves, il s'agit de quelles pièces? De tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits, des relevés de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Et au terme de notre loi fiscale, la rémunération d'un élu comporte non seulement la partie des émoluments, mais aussi de tous les autres avantages. Et donc pour calculer la rémunération d'un élu sur un mois ou sur une année, il faut prendre la globalité de ses revenus et les mensualiser. Et quand on fait ces calculs-là, et il s'agit par ailleurs des données qu'ils ont, vous arrivez à des chiffres effectivement importants pour lesquels j'ai toujours demandé, pas seulement pour l'Assemblée nationale, mais pour toutes les institutions politiques, une réduction pour le train de vie de l'État. Est-ce que l'honorable Sesanga c'est 21 000 $ honorable aujourd'hui d'avoir abordé cette histoire de 21 000 $ en public? Absolument, absolument pas. Je ne regrette pas d'avoir abordé cette question. Il s'agit d'une question de conviction, il s'agit d'une question d'opinion, et d'une opinion que nous avons toujours soutenue et qui est étayée par des éléments de preuve matérielle et qui sont là, et dont nous avons fait part au niveau de la commission. Et donc pour moi, ma conscience, elle est quitte. C'est 21 000 $ ou c'est plus? Il n'y a pas d'excuses à présenter sur des faits, des politiques publiques et sur un engagement de fond sur une orientation. Sinon, on serait dans la commission disciplinaire de l'époque du MPR. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la commission de discipline du comité central. Nous sommes au 21e siècle et donc les opinions, nous les assumons et nous les tenons et nous les étayons par des faits. Et des faits ici sont des faits matériels par rapport aux rémunérations perçues et les avantages versés sur toute la période. On a parlé des allégations mensongères. Les Congolais sont en train de vous suivre aujourd'hui.
On dit que vous vantez des choses. Est-ce qu'effectivement c'est 21 000? Vous avez prouvé que ces allégations ne sont pas mensongères. Et je crois même qu'au moment venu, la commission qui dit, ou ceux qui soutiennent que j'ai eu de points de vue qui n'ont pas été prouvés, ils n'ont qu'à montrer les éléments que moi j'ai allégués et que j'ai présentés à la commission. Il reste à la commission de pouvoir faire son rapport. Elle fera son rapport et à ce moment-là, on verra qu'est-ce qui est mis dedans. Mais en tout cas, tous les éléments ont été produits dans l'ordre d'étayer toutes nos prises de position antérieures. C'était là l'honorable Deli Sesanga au sortir de son audition auprès de la commission mise en place par le bureau Mbosso sur la situation polémique des émoluments. Très serein, il ne craint rien. Nous allons cette fois-là pas parler du député de la rue, mais le député de la rue, Manik Seyenda, va parler des députés nationaux Kasekwa et Sesanga. Vous avez suivi tout à l'heure, Manik Seyenda, la réaction de Deli Sesanga. Ça vous inspire quoi? C'est vrai, vous avez parlé des députés de la rue, comparablement aux députés nationaux. Mais seulement la seule différence qu'il y a, c'est au niveau de la moralité. Niveau de l'intérêt que porte chacun. Moi, je ne vise pas à être forcément élu. Je ne vise pas le voix. Ce que je vise, c'est le fait de travailler pour le peuple congolais. Et donc, aujourd'hui, je pense que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y a moins de députés qui comprennent que l'intérêt majeur, c'est celui du peuple congolais. Vous avez vu ceux-là qu'on appelle les représentants du peuple, mais aujourd'hui devenus incapables, ne serait-ce que d'affirmer sur ce qu'ils reçoivent en termes de rémunération. Et Deli Sesanga, l'honorable Deli Sesanga, c'est un acteur politique à féliciter en ce moment. Lui, nous pouvons le qualifier effectivement comme les véritables députés de la rue. Aujourd'hui, Sesanga a prouvé à la face du monde qu'en étant au sein de l'hémicycle, au sein du Parlement, on peut continuer à plaider pour la cause de la rue. Comment vous pouvez imaginer ces peuples qui souffrent, cette population qui n'a pas droit à l'emploi, cette population qui n'a pas droit à la redistribution de la richesse nationale, la population la plus pauvre du monde? Vous avez entendu les récents rapports de la Banque mondiale qui a présenté l'indice de développement humain et aujourd'hui la RDC est classée parmi le 2e pays le plus pauvre au monde. Et donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de certaines questions de la République, nous devons à la limite être sérieux. Et les députés Sesanga, effectivement, il a porté haut un problème, à son avis, qui inquiète, je pense, la population congolaise, parce que vous ne pouvez pas être là. Je crois que la finalité, l'objet même de sa démarche, c'est au fait la réduction de train de vie des institutions de la République. Pour que la population congolaise essaye de sentir quand même un allègement en termes du social, par exemple, surtout en ce qui concerne un certain nombre de questions, les questions sécuritaires, les questions de santé publique, les questions de l'éducation. Mais pour y arriver, on peut aussi, parmi les différentes stratégies, réduire les trains de vie des institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Le gouvernement, la taille, est-ce en ce moment précis? Il faudrait avoir une taille pléthorique d'un gouvernement, surtout un gouvernement rempli de ministres incapables. Ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est important de donner aux députés, surtout qu'ils sont au nombre de 500, si vous prenez pour le cas de l'Assemblée nationale, et 108 pour le cas du Sénat, avec un montant de 21 000 $. Ça, c'est quand même exorbitant. Ce n'est pas toujours... Les conclusions ne sont pas toujours connues. On est toujours sur les allégations de l'honorable Deli Sesanga. Non, mais l'honorable Sesanga a quitté... Lesquelles allégations ont été rejetées par certains députés qui ont même mis sur la place publique des fiches de paie où on n'a clairement pas vu les 21 000. Non, mais... Lui dit qu'il a produit toutes les preuves auprès de cette commission. Vous savez, chez nous, en droit... Qu'est-ce que vous attendez de la suite de cette procédure? Est-ce qu'on va finalement venir présenter les rapports de ces auditions
devant la plénière pour que finalement tout le monde sache mais il faudrait que le bureau de cette affaire. Il faudrait que le bureau de l'Assemblée nationale ait ces courages-là. Parce qu'on dit la responsabilité de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. C'est-à-dire l'honorable Delis Esanga quitte les niveaux de dénonciation et maintenant il passe dans une seconde phase qui est celle d'alléguer les faits. La preuve, de donner des preuves. Et il a dit dans sa déclaration qu'il a brandi les extraits, qu'il a brandi toutes les pièces possibles qui déterminent les différents éléments faisant partie de la rémunération des députés nationaux. Parce que dans la rémunération des députés nationaux, il y a les émoluments. Dans la rémunération de députés nationaux, il y a des avantages et même d'autres qu'on appelle des invisibles. Dans la rémunération de députés nationaux, il y a même des primes, des commissions. Et donc, si vous prenez ces blocs des avantages, vous le calculez mensuellement et donc ça peut vous faire 21 000 $ et il a présenté les preuves dans la commission. C'est comme ça que je dis, après examen, des éléments de preuve fournis par l'honorable Delis Esanga, il faut aller en plénière. Nous aimerions que le bureau de l'Assemblée nationale restitue en termes d'information à la population congolaise la véracité sur cette question des 21 000 $. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Mbosso, que ce soit le député de l'Union sacrée de la nation, eux tous, ils sont incapables de nous dire la vérité. Au moins, il y a un député conscient, honorable Delis Esanga, qui met à nu ces manœuvres entretenues par ceux qui nous disent qu'ils sont représentants du peuple, alors qu'au contraire, ils ne représentent pas le peuple parce qu'ils ne dirigent pas les intérêts du peuple. Croyez-vous à un aboutissement heureux de cette affaire? Non, mais le plus important est que la vérité soit établie. La vérité est présentée au public et puis on va clôturer le dossier. Soit par la sanction, des sanctions contre les honorables qui ont allégué les faits au cas où le fait n'était pas vrai, soit par un classement sans suite. Soit on va seulement s'arrêter à l'audition. Ce qui est beaucoup plus important dans le cas sous examen, c'est d'abord d'établir la vérité. La vérité. Une fois que la vérité sera entendue et comprise par le peuple, c'est au peuple d'agir comme dernier rempart. C'est au peuple, effectivement, de se rendre compte que ceux-là qui sont au Parlement ne le représentent pas. Des députés menteurs, des députés démagogues, des députés qui n'arrivent pas à dire la vérité à la population congolaise. C'est en cela que je parle de la rupture avec la rue. Ils ont rompu avec la rue parce qu'ils n'écoutent pas les cris du peuple. Raison pour laquelle, nous, députés de la rue, nous sommes là pour porter la charge et la responsabilité du peuple. Ils ont trahi la base. Et je ne pense pas que lors des élections de 2023, le même peuple serait dupe pour voter ces genres de personnes qui aujourd'hui se transforment à des véritables fantômes au détriment même de toute la nation. Voilà, de véritables fantômes au détriment de la population. On va quitter le temple de la démocratie pour nous rendre à l'est du pays pour parler véritablement de la situation sécuritaire. Situation sécuritaire qui a fait parler le président de la République aussitôt après son discours ou son message à la nation. Les réactions fusent de partout, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission. Parmi ces réactions, il y a celle de l'honorable Jeannette Kabila qui s'est exprimée pour combler un peu le silence de Joseph Kabila, pointé du doigt comme l'un d'acteurs majeurs qui peut apporter la solution, mais qui ne parle jamais. Cette fois-ci, Kabila aurait-il choisi de parler à travers sa sœur jumelle qui a le même comportement que lui, c'est-à-dire le silence et le mutisme? Je vous propose de suivre cette intervention de Madame la députée Jeannette Kabila devant, je crois, la SADC, où elle s'est exprimée par rapport à la situation sécuritaire de l'Est. D'Éric Loukeba, si l'élément est prêt, je vous prie de nous le balancer pour qu'on revienne donner la parole au député de la rue, Manixe Ienda. La communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés Hutus. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par les gouvernements à l'époque pour les ramener dans leur pays
étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1997, honorable président, c'était notre guerre de libération. Après 32 ans de dictature, il y avait eu la guerre de la libération. On a libéré notre pays de dictature par notre troisième président, de reste mémoire, M. Laurent Désiré Kabila. Honorable président, une année, 3 mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Et une rébellion de RCD Goma, qui était soutenue par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président a été assassiné, M. Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Il était assassiné. Malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADC, et je remercie encore, nous savons qu'on avait eu des discussions ici, et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué. Et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila, qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans de dialogues, de discussions, et c'était ici en Afrique du Sud, avec les mouvements rebelles du RCD Goma. Et les autres, la société civile et des autres groupes d'opposition. Honorable président, de 1998 à 2003, le RCD Goma a occupé la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord Kivu, partie du Sud Kivu. La RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, le Rwanda. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR, qui sont des groupes de, je ne sais pas si c'est, comment je peux dire, ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, comme je vous ai expliqué, j'ai expliqué à cette auguste plénière, mais ils n'ont jamais délogé pendant 5 ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas en mesure de faire ça pendant 5 ans, qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'FDLR a tué beaucoup de Congolais, plus que les Rwandais. L'FDLR opère dans notre territoire. Nous avons 2 345 000 km². Mais il y a des pays qui sont plus grands que nous, mais on gère les pays, c'est possible de gérer. Honorable président, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Le Rwanda a toujours dit que non, il y a des tentatives d'attaquer le pays, mais je ne sais pas s'il y a un seul jour, que l'honorable peut nous dire, et je ne crois pas que je demande une réponse, qui peut nous dire qu'il y a eu l'FDLR qui est entré dans leur territoire. Honorable président, en 2003, nous avons connu un gouvernement de un président avec 4 vice-présidents, la première en Afrique. C'était notre souci de ramener la paix dans notre pays, de reconstruire la paix, de construire la paix et reconstruire notre pays. On ne peut pas parler de développement d'un pays ou même de la région des Grands Lacs s'il n'y a pas la paix. Nous avons connu ces gouvernements-là pendant 3 ans, jusqu'en 2006, où nous avons eu
la toute première élection démocratique dans notre pays et c'était 45 ans après notre indépendance. Tous les problèmes qui ont été présentés de RCD Goma, après qui est parti, ils ont recréé CNDP, après aujourd'hui on a les M23. On a résolu ces problèmes, honorable président. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, il n'y aura plus de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais ça, chose étonnante, honorable président, qu'aujourd'hui nous parlons de M23 qui n'existait plus pendant 8 ans. Et nous avons les rapports des Nations Unies. Il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you, Honorable President. I see you're showing me that I should stop. De retour sur ce plateau des chroniques de Patrick Lokala, 7 minutes d'intervention. Il ne parlait pas tout le jour, mais quand il parle, ils sont concis. Ce sont les Kabila. Jeannette Kabila a pris parole par rapport à cette situation. Que vous inspire l'intervention de Jeannette Kabila au niveau de la SADC? Je voudrais, à travers ces instants, saluer la qualité, la pertinence, la rationalité, je voudrais dire la dextérité intellectuelle de l'honorable Jeannette Kabila, la lucidité dans le discours, le courage d'État et cette capacité de dénoncer. C'est maintenant ou jamais que nous devons mesurer la température patriotique de tous les leaders politiques dans notre pays. Et ce patriotisme, aujourd'hui, se mesure par la capacité de dénoncer Kagame et de dénoncer les manœuvres du Rwanda en tant qu'État agresseur contre le Congo. Et aujourd'hui, l'honorable Jeannette Kabila l'a fait et de la manière la plus correcte possible. Vous l'avez dit au prologue de votre question, c'est Joseph Kabila sous la peau de Jeannette Kabila qui atténue ses discours? Je dirais oui. Et je pense aux cyniques de taire les débats autour du silence de Joseph Kabila relatif à la question de la sécurité à l'Est ou l'insécurité à l'Est de notre pays. Mais je voudrais faire un tout petit peu le décryptage même du discours de l'honorable Jeannette Kabila. Discours dans lequel on peut dégager un certain nombre d'éléments. J'ai aimé la première dimension de son discours, la dimension historique. L'honorable nous a retracé cette trajectoire historique qui explique les flux migratoires des sujets rwandais sur les territoires congolais. Elle a parlé de quelques dates. Mais moi, je voudrais résumer cette trajectoire historique par 3 grandes périodes qui déterminent les flux migratoires de sujets rwandais sur le territoire congolais. C'est en cela qu'on parle de l'infiltration aujourd'hui. Et l'infiltration dans tout le service public de l'État. Non seulement dans l'armée congolaise, dans des entreprises publiques, des institutions politiques, dans le gouvernement, dans le Parlement. Et les 3 périodes
se justifie selon qu'il s'agit de 3 années différentes. La première année, c'est l'année de 1935, où il y a eu grogne sociale qui avait frappé le peuple rwandais. Et les colons belges de l'époque, ils avaient organisé un corridor humanitaire, c'est ça même, le flux migratoire, qui a permis aux sujets rwandais d'arriver sur le sol congolais pour des raisons d'hospitalité et des raisons humanitaires. Deuxième date, c'est la date du génocide rwandais. La guerre entre le Tutsi et le Hutu. Le massacre, le carnage, la charcuterie humaine qu'il y a eu au Rwanda. Et cela a permis, en 1994, au Congo, de créer un deuxième corridor humanitaire pour ramener les sujets rwandais pour des raisons d'hospitalité, les raisons humanitaires sur le territoire congolais. La troisième période, c'est celle de 1997. Allez-y. L'entrée de l'AFDEL. Mzee Laurent Désiré Kabila, qui déjà été parrainé par le gouvernement rwandais, en termes de logistique militaire, mais aussi des moyens humains. Comme preuve, Mzee Laurent Désiré Kabila, en arrivant à Kinshasa pour prendre le pouvoir, il était venu avec certains sujets rwandais, en l'occurrence James Kabarebe, qui était même le chef d'état-major de notre armée. Ce qui voudrait dire, ne serait-ce que dans cette dimension historique, si aujourd'hui on veut parler de l'infiltration, il faudrait que le gouvernement congolais soit à même de mettre en exergue des politiques efficaces de toilettage, non seulement de l'armée, mais aussi des différents services publics de l'État. Parce que les Rwandais sont même dans le service des renseignements. Les Rwandais sont dans des entreprises. À la SNEL, il y a des Rwandais. Régie des eaux, il y a des Rwandais. À la DGDA, il y a des Rwandais. Dans nos différentes entreprises, au Parlement, dans l'Assemblée nationale, il y a des Rwandais. Au Sénat, il y a des Rwandais. Les Rwandais sont partout. Mais qu'est-ce que nous avons fait en 4 ans de gestion pour toiletter l'espace public national afin d'extirper les intrus, d'extirper les infiltrés pour assainir ne serait-ce que l'espace politique national. Ce qui n'a pas été fait et aujourd'hui, on tire les conséquences. J'ai aimé la deuxième dimension de son discours lorsqu'il dénonce. Mais en dénonçant, l'honorable Jeannette Kabila a même parlé des différents groupes rebelles que nous avions connus dans notre pays. Elle a parlé de RCD Goma, elle a parlé des FDLR, CNDP. Elle a parlé des CNDP et aujourd'hui, on parle du M23. Et vous allez voir que dans tout ce groupe rebelle, tous ces groupes ont été alimentés et entretenus par le gouvernement rwandais. Mais qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait de l'FDLR un groupe congolais qui agresse le Rwanda. L'honorable l'a dénoncé. C'est-à-dire aujourd'hui, on comprend que la stratégie de M. Kagame s'est faite à 2 temps. En même temps, il crée un groupe qui attaque de manière visible le M23. En même temps, il crée un autre groupe sur le sol congolais qu'il considère comme des Congolais contre le Rwanda pour justifier effectivement ses plaintes afin de jouer à la victime. C'est comme ça que Kagame aujourd'hui dit que le FDLR tue le sujet rwandais. Or, l'honorable Jeannette Kabila vient de le démontrer que le FDLR, c'est un groupe qui a été entretenu par le Rwanda, autant pour le RCD Goma, pareil pour le M23 aujourd'hui. C'est-à-dire la situation, elle est sérieuse, elle est grave. Il faudrait que le gouvernement congolais, parce que déjà cette histoire de l'insécurité de l'Est, elle en a fait mention. Elle nous a coûté la vie de tout un président de la République. Nous avons perdu Mzee Laurent Désiré Kabila à cause de ces histoires. Nous avons perdu autant de Congolais. Et déjà, même si nous plaçons en termes de comparaison les génocides rwandais qui a bénéficié d'un lobby international aussi exagéré, au génocide congolais, vous allez vous rendre compte que c'est nous qui avions perdu plus de nos compatriotes. Et donc, les génocides congolais, c'est les génocides les plus nocifs, les plus graves. Les génocides oubliés de l'histoire. Mais le monde n'en parle pas. Pourquoi? Parce que
certains partenaires internationaux, membres de la communauté internationale, tirent plus le drap du côté du Rwanda, au détriment de la RDC. Et donc, moi, je salue cette marque de courage d'État qu'a fait preuve l'honorable Jeannette Kabila. Je ne pouvais pas imaginer une seconde que Jeannette Kabila pouvait tenir un tel discours. C'est en cela que je salue. Et c'est au niveau de la SADC en Afrique du Sud. Non, mais c'est en cela que je salue. Elle a fait preuve d'un courage d'État légendaire. Et il n'y a pas une autre marque du patriotisme que celle qui consiste à dénoncer. Et ici, le débat n'est pas celui des Congolais, des pères et des mères. C'est-à-dire à celui qui disait que l'on peut mesurer l'authenticité de la nationalité d'un sujet congolais par le fait d'avoir un parent, un papa ou une mère congolaise. Aujourd'hui, la température, c'est le fait de dénoncer le Rwanda. Noël Tiani, vous parlez de Noël Tiani. Non, mais si Noël Tiani est véritablement vrai Congolais qui soit capable de dénoncer Kagame et le Rwanda en ce moment. Parce que les vrais Congolais des pères et des mères sont ceux qui disent non à Kagame. Comme Matata l'a fait. Madame l'honorable Jeannette Kabila, elle a même fait allusion à la victoire de la RDC sur le M23 en 2013. Et à cette époque-là, Matata Mponyo, le président national de notre parti, le LGD, était encore chef du gouvernement à l'époque. Très bien. Et une précision, Matata, dans son état de chef du gouvernement, il était au front, il était à Rutshuru. Il était à Rutshuru. Matata était au front, il était à l'est du pays. Il a subi les affres de la guerre. Matata a entendu le coup de balle des lance-roquettes. Matata a vu certains de ses compatriotes tomber dans le front. Il était là au front, comme un véritable soldat du peuple, comme un véritable commandant du gouvernement, comme un véritable compatriote qui veut s'approprier de la situation et pénétrer la situation de près. Il était là, à l'est, au front. Aujourd'hui, on voit certains chefs du gouvernement qui restent dans une zone de confort, qui ne font absolument rien du tout, qui regardent à distance la situation de l'insécurité. C'est en cela que nous faisons un appel au véritable patriotisme et nationalisme. C'est en ce moment que nous avons besoin des vrais Congolais comme les Matata, des vrais Congolais comme Jeannette Kabila aujourd'hui, des vrais Congolais comme tous ces Congolais qui s'expriment librement au sujet de l'agression contre la RDC. Dans les lots de personnes qui ont réagi après le discours du président de la République, il y a aussi le sénateur Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre, qui a donné la voix après avoir suivi le discours du président de la République. Il a répondu à sa manière à l'appel du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez et on se retrouve juste après. Au gouvernement congolais, je rappelle que les forces armées constituent le meilleur moyen de protection et de défense de l'intégrité territoriale d'un pays. Toutefois, faut-il le souligner, pour leur efficacité, elles ont besoin d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. C'est grâce, principalement, à ce dernier binôme que les FARDC ont bouté dehors en novembre 2013 le même M23 qui avait regagné son pays d'origine, j'ai cité le Rwanda. J'étais alors Premier ministre. Il appartient donc au gouvernement de renforcer son leadership et sa gouvernance pour atteindre le même objectif qu'en 2013. Cela implique de veiller à la cohésion nationale qui passe notamment par une justice et une redistribution équitable des ressources du pays. Le front commun intérieur dont le pays a besoin en ces moments pour préserver son intégrité ne peut pas être aisément réalisé dans des conditions actuelles caractérisées notamment par la protection des opérateurs politiques proches du pouvoir et la chasse aux sorcières ainsi que l'élimination pernicieuse des candidats présidents déclarés ou non déclarés à travers notamment des poursuites judiciaires non conformes aux lois du pays
avec malheureusement l'appui des institutions publiques. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que vive la RDC. Ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie. On va justement parler du discours de Matata Ponyo qui répondait à l'appel du président de la République. C'est la raison pour laquelle on a fait venir Manix Yenda, l'un des cadres du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement LGD de Matata Ponyo. Manix Yenda, pouvez-vous nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce message de Matata Ponyo Mapon après l'appel lancé par le président de la République à la cohésion nationale? D'abord, bien avant d'entrer dans le fond du discours du président national de notre parti, le professeur Augustin Matata Ponyo Mapon, je voudrais rappeler, sous l'impulsion de ces derniers, notre parti, le LGD, était dans la rue. Nous avions marché. Vous aviez marché où? À plusieurs reprises, ici à Kinshasa, à Goma, nous avons marché. À Lubumbashi, il y a eu des marches du parti LGD, des marches de soutien au FARDC de notre pays. Deuxièmement, le président national de notre parti a fait des déclarations au lendemain même de sa prise de responsabilité en tant que président national du parti. Il a dénoncé l'agression et il a manifesté son soutien indéfectible à l'armée congolaise, autant pour son commandant suprême. Et aujourd'hui, il réitère son soutien indéfectible dans la même logique de soutenir l'armée congolaise et de soutenir le commandant suprême. Pourquoi nous devons soutenir le commandant suprême et pourquoi le président national, le professeur Augustin Matata Ponyo Mapon, en fait mention? Parce que lorsqu'on est dans une armée, et dans une armée, c'est une question de commandement. Et dans un commandement, c'est une question des ordres, des stratégies ou de l'impulsion qui doivent provenir du numéro 1, celui qu'on appelle aujourd'hui le commandant suprême, et donc le président de la République. C'est-à-dire la réussite, la victoire de l'armée congolaise fait partie de la matérialisation des stratégies émises aussi par le président de la République. Et donc, en étant républicain, dans ce contexte précis, je pense qu'il faudrait faire preuve de ce sens des responsabilités républicaines, tel l'a fait le président national de notre parti, le professeur Augustin Matata Ponyo Mapon, pour rester attaché aux intérêts de la République. Le président Mapon n'a pas voulu faire allusion au clivage politique, qui d'ailleurs nous divise davantage, selon qu'il s'agit des intérêts partisans de tout un chacun. Il a mis de côté cette forme de ségrégation politique. Il a mis de côté tous les intérêts politiques qui pouvaient nous diviser, parce que c'est maintenant qu'il faut prêcher l'unité, convivialité, fraternité et solidarité nationale. Raison pour laquelle le discours de Matata Ponyo était un discours intégrateur, un discours fédérateur, un discours motivateur, parce qu'il s'adressait aussi à la population congolaise, victime numéro 1 des agressions rwandaises. Mais le président Matata Ponyo a agi sous 4 casquettes. Lesquelles? Il a tenu son discours d'abord en tant que peuple congolais, disons en tant que compatriote congolais, citoyen congolais. Ouais. C'est en cela qu'il a motivé ses compatriotes. C'est comme cela qu'il a déposé effectivement une parole d'assurance, une parole de motivation. Comme l'a dit d'ailleurs notre hymne national, debout congolais. Il a éveillé le peuple congolais. Deuxièmement, le président Matata Ponyo a tenu son discours en tant qu'un élu du peuple, bien qu'il ait élu au 2e degré, l'élu du peuple, représentant du peuple, porteur d'un mandat national. Il a été aussi élu député national. Il a été aussi élu député national, même si c'est son suppléant qui continue à exercer son mandat au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, comme un élu, il devrait tenir ses discours avec la même teneur. Le président Matata a aussi tenu son discours en tant que président national d'un parti politique. Le LGD. Le LGD, parti au sein de l'opposition politique congolaise. Et enfin, il a tenu son discours
en tant que candidat président de la République. Déclaré. Candidat déclaré. Voilà. Parce qu'il le sera et il sera élu. Nous, LGD, nous sommes sur le terrain parce que nous travaillons sur base de 2 objectifs. Là, obtenir la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Et ça sera possible parce que le Congolais aujourd'hui n'attend que le discours de leadership et gouvernance de qualité. Et donc, comme candidat président de la République, pour mieux dire futur président de notre pays, Matata ne veut pas gérer un pays à moitié. Il veut gérer un Congo en entier. Il veut gérer un Congo avec Bunagana. Le Congo que nous allons gérer sous notre binôme Mapon, leadership et gouvernance de qualité, ça sera un Congo avec Ruchu, avec Kiwanja, avec Kouamout. Raison pour laquelle, en tant que candidat président de la République, il devait tenir un discours qui devra effectivement s'inscrire dans la logique de soutenir, d'accompagner, de porter son soutien à l'armée congolaise parce que l'intégrité territoriale est assurée et protégée par les éléments de FARDC. Tout au long de ce discours, il y a eu quand même quelques préalables. Non, mais c'est tout à fait normal. Dans son discours, effectivement. Et ce sont les mêmes préalables avancés aussi par, de manière voilée, hein, par Martin Fayulu, Moïse Katumbi et tant d'autres. Non, mais le PPRD, par rapport à cette unité nationale, à cette cohésion nationale que nous devons recréer, il y a des préalables. Tout à fait, parce que nous ne pouvons pas... Pensez-vous que le président de la République sera à mesure de remplir tous ces préalables pour pouvoir mettre en place cette cohésion qui va rassembler tout le monde pour gagner les M23? Non, mais les préalables tels que présentés par le président Matata Mponyo Mapon, nous devons le considérer comme une gage, comme une sorte de garantie, allais-je dire, pour l'effectivité de la paix que nous voulons installer. C'est-à-dire, si le président Tshisekedi a besoin de l'unité, si le président Tshisekedi a besoin de la solidarité nationale, il n'a qu'à décrisper les climats politiques nationaux. Comment on peut parler de l'unité alors qu'il y a des indices de l'injustice qui continuent à sacrifier certains Congolais, tel est le cas de cette situation de Matata devant la justice? Comment on peut parler de l'unité aussi longtemps qu'il y a des Congolais qui sont aujourd'hui victimes de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, des prisonniers politiques, Jimmy Kitenge, Barnabé, tout le reste, Jean-Marc Kabound? Comment on peut parler de l'unité s'il y a toutes ces choses? C'est comme ça que dans son discours, effectivement, le président Matata Mponyo Mapon a posé les bases des recadrages, d'assainissement politique afin de dégager toutes les velléités pour nous permettre effectivement de migrer vers un pays uni. Et pour ça, le président de la République est tenu à écouter les discours du professeur Augustin Matata Mponyo Mapon. Mais aussi... Il est tenu, quid de la faisabilité? Mais aussi, le président Matata a invité... Il a invité M. Tshisekedi à faire recours à l'expertise des gouvernances qu'ils ont usé à leur époque sous la direction de Joseph Kabila comme président de la République et Matata Mponyo comme chef du gouvernement. Là, il demande les postes. Non, mais Matata n'a plus besoin des honneurs. Il veut être Premier ministre. Il n'a plus besoin des postes. Comment quelqu'un, après avoir géré la République, il a eu le privilège d'être consulté, ou de consulter plutôt, les 3 chefs d'État africains? Matata n'a plus besoin des postes, il n'a plus besoin de toutes ces choses. Ce qui est important en ce moment, c'est de proposer une recette, c'est elle qu'il a fait. Alors quand il dit il faut faire à ce qui a permis à gagner, ça va. Ça veut dire exactement quoi? Non, mais ça veut tout simplement dire que lorsqu'on est dans une situation de crise, il faut compacter les différentes stratégies, les différentes propositions. Il faut faire recours à ceux qui ont eu à réussir le M23 hier. Matata a gagné le M23 en 2013. Mais pourquoi ne pas écouter? Les stratégies que Matata peut donner à la République, il ne va pas l'exposer sur un plateau de télévision. Il doit les présenter dans un cadre officiel avec les responsables du pays. Il donne la formule, il donne le schéma. Voilà comment j'ai pu débouter les M23 à mon époque en 2013 lorsque j'étais chef du gouvernement. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi a tout intérêt de consulter ces intelligences-là
Ça ne sert à rien d'aller dans la logique de ceux-là qui disent de choses au président de la République, le membre de l'Union sacrée de la nation, qui induisent les chefs de l'État en erreur. Et voilà que Tshisekedi se retrouve dans une situation de difficulté. Aucun membre de l'Union sacrée n'arrive à monter au créneau, ne serait-ce que pour sauver ces régimes. Ces régimes seront sauvés, les pays seront sauvés, non pas par les gens de l'Union sacrée de la nation, mais par les intelligences qui viendront d'ailleurs. On a besoin d'écouter Kabila en ce moment. On a besoin d'écouter Matata en ce moment. Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et tout le reste. Ces préalables que vous posez aujourd'hui dans les cas de l'opposition ne vont-ils pas vous éloigner le président de la République de ses compatriotes qui pourraient l'aider? Je parle de Kabila, Katumbi, Matata, Fayulu, Kamerhe. Tout le monde pose des préalables. Et ce n'est pas un obstacle à la réussite. Non, mais pas du tout. Moi, je pense que tous les préalables posés par les acteurs politiques de l'opposition, ils s'inscrivent dans un même registre. C'est faisable. Mais c'est pratique. Mais c'est faisable si le président Tshisekedi fait preuve de souplesse politique. Joseph Kabila l'a fait. C'est cela la souplesse politique. C'est cela la capacité managériale. C'est cela un président qui se met au-dessus de la mêlée, au sommet du pyramidal de pouvoir national. Le président de la République est au-delà de l'Union sacrée de la nation. Pour les questions, les résolutions des problématiques congolaises, le président n'a pas à se contenter des intérêts partisans, les intérêts de l'UDPS ou encore de l'Union sacrée de la nation. Et donc aujourd'hui, si nous voulons réussir ensemble, mettons-nous ensemble. Et pour se mettre ensemble, nous devons dégager toutes les équivoques. Nous devons dégager les zones d'ombre, les velléités. Nous devons dégager le point qui fâche. Nous devons penser les plaies que nous avions causées à certains acteurs politiques d'aujourd'hui. C'est en cela que l'opposition, dans le bloc composé des ténors de l'opposition politique, on pose des simples préalables. Très bien. C'est à M. Tshisekedi d'en tenir compte. Très bien. En face de vous, il y a M. Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Après le message, son message à la nation, qu'avez-vous constaté par rapport à l'exécution de ce qu'il a avancé comme idée? Qu'est-ce que vous avez constaté? Y a-t-il quelque chose qui va dans le sens de rencontrer vos préalables ou de mettre en place un cadre consultatif qui lui permettra d'avoir les idées pour sauver la nation? Ou a-t-il déjà nommé un facilitateur qui va lui aider à rapprocher les points de vue de l'opposition et le sien pour pouvoir sauver ces pays? D'abord, il faudrait reconnaître dans l'agir du président Tshisekedi un petit progrès. Un petit progrès. Et les progrès, à quel niveau? Les progrès se déterminent au niveau de son discours, son adresse à la nation. Il a toujours fait des promesses. Hein. Non mais attention, Tshisekedi a tenu de discours et plusieurs discours. Il y a plusieurs accords non respectés. Mais Tshisekedi non, oui, ça je suis d'accord. Ouais. Tshisekedi a tenu de discours. Tshisekedi a parlé aux Congolais, mais jamais Tshisekedi a appelé le Congolais à l'unité nationale. C'est ce qu'il a fait. C'est une première. C'est une première. C'est un petit progrès. C'est un petit progrès. C'est comme ça que moi je considère les discours de M. Tshisekedi comme un discours pardon. Un discours pardon? Un discours de mea culpa. Il y en a qui disent qu'il doit ouvertement demander pardon au peuple. M. Tshisekedi présente les excuses à la nation congolaise et aux acteurs politiques de l'opposition politique, eu égard à ses propos désobligeants autrefois tenus contre l'opposition qu'il a qualifiée de l'opposition à péter. Et aujourd'hui, on a besoin de la main de cette opposition à péter. Et donc, on comprend, conclusion, c'est le pouvoir qui devient le pouvoir le plus faible. Aujourd'hui, Tshisekedi qui traitait les Congolais, les Kombantaba, les Bandoki. Lui, il arrive à nous appeler à une unité nationale. C'est-à-dire les diviseurs nationaux d'hier, il devient les fédérateurs d'aujourd'hui. Et pour ça, j'en appelle à toute la classe politique du pays d'accorder une sorte de miséricorde politique à M. Tshisekedi. Il a droit à cette miséricorde politique. Répondez maintenant à ma question.
les petits progrès que vous constatez, ces messages-là. Mais après le message, qu'est-ce qui est fait concrètement par le pouvoir pour rapprocher le point de vue? Non mais ça... À mon humble avis, je ne constate rien. Non mais jusque-là, vous avez raison de le dire. Plusieurs jours, il n'y a pas un homme qui consulte de manière officielle. Il n'y en a pas, il n'y a pas de cadre. À mon humble avis, c'est comme si rien n'est fait pour matérialiser la volonté du président de la République à unir les Congolais pour gagner la guerre. C'est cela la plus grande difficulté des Qu'est-ce qui ne marche pas? Faute d'intelligence? Non mais... Ou manque de volonté? Tshisekedi, que le message n'a pas été compris par ses collaborateurs? Non, mais ce n'est même pas un problème des messages, d'être compris. Le message a été compris. Tshisekedi a parlé de la mobilisation générale, de l'unité nationale. Matata a répondu. Katumbi a répondu. Kabila a répondu. Fayoulou a répondu au travers de leur discours dans le sens du président de la République. Cela n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau du président de la République. Après son discours, il faut qu'on donne une quel sera son comportement à l'égard des opposants? Quel sera son comportement à l'égard de la nation congolaise? C'est comme ça que je vous dis, Tshisekedi au sein de l'Union sacrée. Pourquoi j'ai dit jusque-là, rien n'est fait? Non mais il fait cavalier seul. Tshisekedi est seul. Tshisekedi n'a pas de colistier, il n'a pas de collaborateurs. Parce que si Tshisekedi avait vraiment des collaborateurs outillés, au lendemain de son discours, il y aurait déjà de contacts occultes. Le contact est officieux. Il y a certains ténors de l'Union sacrée de la nation, de rapprochement avec les ténors de l'opposition politique, dans le sens de voir comment harmoniser les vues pour voir si c'est possible de conjuguer les choses dans la même direction que le président de la République. Et aujourd'hui, il n'y a aucun contact. C'est-à-dire, n'attendez pas que Tshisekedi, après son message à la nation, qu'on revienne à la case de départ. Les responsables, c'est qui? Non, mais ce silence, c'est pas lui-même. Mais moi, je vous ai toujours dit... Est-ce qu'il n'est-il pas en train de vouloir contourner encore une fois l'opposition? Non, mais il a des paroles juteuses. Tshisekedi ne réussira pas. Tous nous avions compris que Tshisekedi n'est pas crédible en termes de respect des accords. On le connaît dans ça. Tous nous avons compris que Tshisekedi n'est pas crédible dans sa parole prononcée. Ça, nous le savons. Tous nous savons que Tshisekedi, en temps normal, s'il faudrait que chacun reste dans son calcan, dans son cadre de confort, sans pour autant tenir compte de ce message de l'unité nationale tel qu'est lancé par le président Tshisekedi, je peux vous assurer que Tshisekedi est incapable de regrouper toute la classe politique congolaise. Il n'a pas un leadership fédérateur. Il n'a pas un leadership fédérateur. Déjà même, ceux-là qui étaient venus vers lui, après l'obtention de son pouvoir en tant que président de la République, il n'a pas su les encadrer. Tshisekedi n'a pas su encadrer Franck Diongo. Tshisekedi n'a pas su encadrer Kinki Mulumba. Délice Sanga. Claude Lubaya. Vital Kamerhe. Effectivement, Jean-Marc Kabila. Il n'a pas su encadrer ce gens-là. Regardez les leaderships de Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est peut-être l'un des présidents qui a, dans son chemin, rencontré les équations les plus difficiles de la République. Il a toutes résolues. Il a résolu. Comment vous pouvez imaginer un pays qui était morcelé à l'époque? Tout à l'heure, là, on venait de parler des RCD, les MLC de l'autre côté. Il y avait des zones de tension par-ci, par-là. Mais ces jeunes de 29 ans, quelque temps après, a su fédérer tous ces Congolais autour d'une table pour chuter à une formule d'un gouvernement de 1+4. Et aujourd'hui, cela nous a produit une constitution qui a taillé le chemin d'une démocratie que nous devons consolider en termes de patrimoine acquis, les patrimoines démocratiques. Joseph Kabila, à 2 reprises, il a donné la primature à l'opposition politique. Vous pensez que c'était de la blague? Non, pas du tout. C'est parce qu'il voulait maintenir l'équilibre national, calmer les esprits, orienter les ambitions et encadrer les acteurs, autant dans l'opposition politique, pareil pour ceux qui sont au pouvoir. Mais Tshisekedi n'arrive même pas à encadrer même ses propres poulains. Vous imaginez que Tshisekedi n'arrive même pas à encadrer cette femme-là qu'on appelle Denise qui insulte les gens sur le média. Tshisekedi n'arrive même pas à l'encadrer. Tshisekedi n'arrive même pas à encadrer Moniere, les gars qui insultent les gens devant le siège de l'UDPS. Si déjà M. Tshisekedi n'arrive pas à encadrer ces gens qui ternissent en longueur de journée
son image en tant que président de la République, symbole de l'unité nationale, commandant suprême, gardien de bon fonctionnement des institutions de la République, à combien plus forte raison de grosses légumes comme Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Vital Kamerhe et tout le reste. Et donc, je pense au président d'essayer de recadrer ses tirs et de voir comment adapter sa politique dans une... Non, mais il y a un statico, le président de la République. Il a fait appel, les gens ont répondu avec des préalables, puis de son côté, il n'y a plus rien. Non, mais déjà, nous avons un précédent, c'est une jurisprudence politique, l'Union sacrée de la nation, la consultation nationale. Les présidents ont appelé les gens, moi je faisais fait cet appel pour flouer le peuple? Non, mais je vous ai dit que le peuple n'est plus dupe. Nous comprenons le jeu et les manœuvres de Tshisekedi. Il ne va pas rouler quelqu'un. Nous comprenons, nous le tenons à l'œil. On l'observe. Si Tshisekedi a besoin de la paix, condition majeure, qu'il soit sincère. Et envers le Congolais, et envers les opposants. Si Tshisekedi veut sortir le pays de ses bourbiers, il n'a qu'à être vrai à l'égard des autres. À être sincère. Toti Kabaje a mbilinga mbilinga. Nyoka nyoka. Nyoka nyoka, non. C'est le moment d'être vrai envers... Mais est-ce que dans ce pays, on pouvait imaginer un jour, Jeannette Kabila pouvait tenir un tel discours comme on vient de l'écouter tout à l'heure? C'est un discours de sincérité. Vous avez entendu Matata. Il parlait avec âme. Il parlait avec son esprit. C'était le cœur d'un acteur politique qui était touché. Et il l'a exprimé à travers son discours à la nation. C'est-à-dire, Matata est sincère vis-à-vis de Tshisekedi. C'est plutôt le contraire qui doit être aussi possible. Tshisekedi doit être sincère envers Matata. Et là, on va cheminer ensemble au nom de la patrie. C'est par là que nous allons construire la véritable unité nationale sans hypocrisie, sans équivoque, sans le jeu. Des jongleurs, des dribbleurs, des gens qui dribblent un peu comme le mbala biscotte, un peu à côté de la ligne de corner, mais ils dribblent les gens. Mais on ne peut pas être expert dans de dribbles. Non! Vous ne pouvez pas dribbler, même vous savez, la nature a ses exigences. Tu sais qu'il y aura même des problèmes avec la nature, parce que les karmas existent. J'ai vu une vidéo de M. Tshisekedi à Goma, disons à Bukavu. Il a réuni les notables de Sud Kivu. Ça m'a fait très mal cette vidéo. Il leur a dit, avant même les élections, c'était pendant la campagne, Denise Nyakero à côté, Amida Chatur à côté. Il dit, Maman Denise. Maman Denise Nyakero, première dame, je salue. Maman Amida. Na Maman Amida Pepembeni. Tshisekedi qui dit aux notables de Kivu, mes beaux-frères, si un jour j'arrive à trahir mon frère Vital, maudissez-moi. Il dit, maudissez-moi. C'est Tshisekedi qui l'a dit. Et aujourd'hui, où nous en sommes avec sa relation de sincérité avec Kamerhe? Il a trahi Kamerhe. Est-ce la malédiction, elle est déjà là? Non, nous allons prier pour le président qu'il ne soit pas maudit. Au nom de l'unité nationale, nous devons prier pour les présidents. Non, mais il l'a déjà trahi. Vous avez entendu la réaction de l'électorat de Vital Kamerhe à Kivu. L'électorat de Kamerhe ne veut plus de Tshisekedi. Tshisekedi a dit à ses frères, entre guillemets, parce que nous nous considérons comme Congolais, mais lui considère les Kassaïens comme ses frères à lui. Il a dit aux Kassaïens, une fois au pouvoir, si je ne relance pas Miba, ne me votez pas en 2023. Il a dit ça. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans de gestion déjà. Est-ce que Miba est relancé? Question mark. C'est-à-dire à cause des paroles de lui-même président de la République. C'est-à-dire il a créé une possibilité d'être maudit. Mais heureusement qu'il y a des Congolais comme nous autres, nous prions pour le président pour qu'il ne soit pas maudit. Et je demande à tous les pasteurs de la République, je demande à tous les Congolais, avec un cœur disposé, prions pour le président. Parce que le président s'est engagé dans une direction très suicidaire, très compliquée. Il a dit des choses et aujourd'hui, il a même des problèmes avec la nature. Il a des problèmes avec des gens. Il a promis aux Congolais des choses qu'il n'a jamais réalisées. Il a signé des accords qu'il n'arrive pas à respecter. Il a signé des accords pour le peuple qui n'arrive même pas à expliquer le contenu de ces accords au peuple. Vous savez, les Français disent à leur président,
Si vous faites des choses pour nous, le peuple, sans nous consulter au préalable, cela suppose que vous le faites contre nous, le peuple. Vous avez signé un accord avec le M23. Quel a été le contenu? C'est que le M23 réclame aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez promis au M23? Est-ce que vous pouvez au moins dire, ne serait-ce que pour le respect de votre peuple, ce que vous avez promis au M23? Vous imaginez un peuple qui souffre, on le soutire encore, le rame. Ça, ce sont des malédictions. Mais le président ne mourra pas. Le président ne sera pas maudit. Au-delà de tout, c'est quand même notre président. Nous devons prier pour lui. Nous aimons Tshisekedi, c'est notre frère, c'est un Kinois, c'est un Kassaïen, c'est le fils d'Étienne, c'est l'enfant de Limété. Tshisekedi, nous l'aimons et nous devons prier pour lui. Mais lui-même, volontairement, il doit se repentir. Le président doit se repentir. Le président doit s'écarter de tous ces gens-là qui l'induisent en erreur. Le président doit dire non à celui qui insulte le docteur Mukwege. Le président doit dire non à tous ceux-là qui viennent avec des stratégies malsaines. Atata. Le président doit dire non à ces gens-là. Tous ceux-là qui viennent chuchoter à l'oreille du président pour accuser les autres. Monsieur le président, il ne faudrait pas l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en difficulté. Vous avez besoin de nous autres. Vous avez besoin de nous autres. Vous avez besoin de tout le Congolais. Merci. Et donc, Monsieur le Président, nous pensons que votre message de l'unité, après ces discours, vous devez adopter une attitude de sincérité. Merci, on a fini. Il n'y a plus rien à dire. Plus rien ne reste à dire. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission réalisée par Derrick Lunkeba. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos productions. Merci de nous avoir suivis.